Vraiment, je vois des visages que je reconnais, alors ça me fait plaisir de vous voir, bien sûr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de burn-out. Ben, en fait, c'est que j'en ai fait un. Hein. J'en ai fait un il y a 22 ans déjà. Et disons que ça a été l'expérience la plus difficile de ma vie, mais en même temps, la plus enrichissante. Et il m'a fallu du temps pour traverser ce burn-out. Et j'ai eu envie par la suite de partager mon histoire. Donc, c'est pour ça qu'au début, juste avant la conférence, vous avez vu la couverture de mon livre qui est édité par les éditions ETC. Hein, L'amour en moi m'a guéri. Hein, m'a guéri de quoi? De ce fameux burn-out-là, hein, le manque d'amour de moi et tout. Alors, dans ce livre-là, j'explique mon expérience, je partage mon expérience et j'explique la démarche aussi à travers mon expérience et j'accompagne le lecteur là, dans ce sens-là, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais, c'est un ajout, c'est un complément que je fais à ce livre et que je veux partager avec vous. Je veux partager avec vous différentes clés aussi pour traverser ce genre d'épreuve-là. Donc, un grand merci de prendre ce temps-là avec moi pour partager ce moment-là et en apprendre peut-être un petit peu plus, ou du moins peut-être partager ou poser vos questions à la fin, dans les 30 dernières minutes. Vous aurez l'occasion là, de poser des questions par écrit, comme Laure a bien expliqué tout à l'heure. Alors voilà pourquoi je parle de burn-out, parce que ça me passionne. Est-ce que c'est possible d'avoir vécu un burn-out et d'en être passionné par la suite? Ben, je pensais pas, mais oui, parce que cette expérience-là, elle a été pour moi un grand rendez-vous d'amour. Un très grand rendez-vous d'amour. Je ne l'ai pas vu comme ça au début, bien sûr. Alors, on va regarder ensemble d'abord euh, ce burn-out qui demeure encore aujourd'hui très difficile à définir. Hein? Il n'y a, pas une définition précise, très, très précise du burn-out. Pour l'instant, ce n'est pas non plus un terme médical et ce n'est pas non plus une maladie officiellement reconnue. OK? Alors, le burn-out, on ne peut pas dire qu'on est malade. En tout cas, ce n'est pas reconnu comme ça. Hein? Mais c'est sûr qu'on vit quelque chose de quand même très, très important quand ça nous arrive. Et on appelle souvent ça dans le jargon médical, quand on va voir notre médecin et qu'il nous dit, bon, ben, il se passe un épuisement, mais c'est souvent appelé un trouble d'adaptation. Et un trouble d'adaptation, moi, quand j'ai entendu ce terme, je dois vous dire que j'ai été choquée. Parce que ce que j'ai entendu, c'est Martine, tu as de la difficulté à t'adapter au monde. Alors, je me suis sentie fautive. Alors que, en fait, un trouble d'adaptation, ça veut dire tu as tellement mis d'efforts et d'énergie pour t'adapter que c'est devenu troublant pour toi. Alors, dans ce sens-là, oui, c'est un trouble d'adaptation. C'est qu'on veut trop s'adapter au monde extérieur et on se coupe complètement de soi, de sa limite, de son besoin du moment pour correspondre à ce qui nous apparaît être le mieux pour les autres. Alors, voilà pourquoi probablement c'est appelé trouble d'adaptation. En tout cas, je préfère cette définition-là que de croire que c'est parce que j'ai eu une difficulté à m'adapter. Et on va voir de toute façon à quel point on est une personne qui veut s'adapter à l'extérieur et qui veut correspondre aux images qu'on lui propose, hein, de performance et de perfection.
Alors, le burn-out est souvent appelé aussi l'épuisement professionnel. Et j'ai remarqué que les gens avec qui j'en parle et qui utilisent l'épuisement, le terme épuisement professionnel, ils ont tendance à rejeter la faute sur le travail. Hein? C'est comme si tout à coup, parce qu'on vit un épuisement professionnel, ben, l'environnement de travail, on doit le rejeter. C'est plus bon tout à coup. Alors qu'on a été passionné et qu'on aime notre travail et qu'on a aimé notre travail, tout à coup, parce qu'on a un épuisement professionnel, on doit trouver un coupable. Et le coupable, c'est souvent le patron, c'est souvent le client, c'est souvent le collègue, c'est souvent l'environnement au travail. C'est comme ça qu'on le perçoit. Alors, on a tendance vraiment à rejeter et à blâmer les gens au travail, ou du moins le travail lui-même aussi. Alors qu'on n'est pas vraiment en épuisement professionnel. Moi, je le vois plutôt comme on est plutôt dans un épuisement à cause de nos exigences démesurées face à ce que l'on a à faire. Et ça ne veut pas dire que c'est au travail. Ce n'est pas seulement professionnel. Le véritable problème, ce n'est pas le travail, mais bien les exigences personnelles qui nous amènent à être continuellement dans l'action. Alors, un parent qui décide de quitter son emploi pour s'occuper de la maisonnée pendant, je ne sais pas moi, 5 ans, 10 ans ou peu importe, a aussi l'occasion de vivre un burn-out. Un étudiant, moi j'ai vu un enfant de 12 ans vivre un burn-out. Un étudiant, 12 ans, 15 ans, 20 ans, qui va à l'école, qui a un agenda rempli, peut vivre un burn-out. Alors, ce n'est pas un épuisement professionnel. Ce n'est plus adéquat de dire que c'est professionnel. On peut le vivre dans n'importe quel domaine de notre vie parce que c'est plus un trouble au niveau de notre capacité à gérer les actions et de savoir dans quelle intention on porte nos actions. C'est ça qui est très, très différent, en fait. Alors, en termes simples, hein, le burn-out, il nous amène à vivre un état de fatigue, oui, physique, mais aussi émotionnel et mental. Notre corps mental est épuisé, là. Notre corps physique est épuisé, notre corps émotionnel est très sollicité et il est épuisé lui aussi. Donc, il en résulte du stress, de l'anxiété. Hein, de l'anxiété, c'est est-ce que je vais être capable de passer à travers, est-ce que je vais être capable de faire ma journée aujourd'hui? Hein? Alors, c'est beaucoup ça, l'anxiété, hein, c'est la peur d'être incapable d'avancer, de correspondre à l'image à laquelle on veut correspondre, hein, une personne performante. Alors, c'est sûr que ça crée de l'anxiété. Toujours parce que la personne a des exigences tellement élevées, des attentes irréalistes et finalement, à cause de toutes ces attentes irréalistes-là, ben, elle se sent submergée à un moment ou un autre. Hein? Alors, on devient à ce moment-là incapable de fonctionner normalement. Donc, ça engendre maintes difficultés, bien sûr. Hein? Et je dis bien, on devient alors incapable de fonctionner parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on veut tellement s'adapter à l'extérieur qu'on devient une machine. On fonctionne comme une machine. Hein? C'est ça, la capacité de l'être humain de s'adapter est extraordinaire. Sauf qu'à un moment donné, ben, il n'est plus lui-même. L'humain veut tellement s'adapter à l'extérieur que finalement, ben, il fonctionne comme une machine, mais on n'est pas une machine.
on n'est pas une machine. On a un cœur qui bat et on est très humain et on a beaucoup de besoins. On a des attentes, oui, mais des fois, elles sont irréalistes. On va tout voir ça ensemble. Alors, quel est le profil d'une personne susceptible de vivre un burn-out? C'est quoi le profil de cette personne-là? Ben, d'abord, hein, pour ceux qui connaissent les blessures de l'âme, ben, la personne, hein, le masque le plus susceptible de vivre le burn-out, peut-être que vous le savez, hein, mais c'est la blessure d'injustice, donc c'est le masque du rigide. C'est le masque du rigide. Bien sûr, il y a d'autres blessures qui sont touchées à travers ça. Il y en a une autre qui est touchée à travers ça, là, qui est derrière la blessure d'injustice, c'est la blessure de rejet. Donc, ça aussi, c'est une blessure qui peut être touchée là, dans l'expérience du burn-out. Mais d'abord et avant tout, c'est sûr que si on est dans cette expérience d'épuisement, on est vraiment dans la blessure d'injustice. Et là, c'est notre rigide, c'est notre personnalité qu'on s'est créée qui n'en peut plus, en fait, hein, parce qu'être rigide, être dans notre personnalité rigide, on n'est pas dans notre individualité, on est dans notre personnalité qu'on s'est créée. Hein? Alors, une personne qui est susceptible de vivre un burn-out, c'est une personne d'abord qui est pétillante. C'est une personne qui est passionnée. C'est une personne qui est curieuse et curieuse d'apprendre. Elle a ce grand désir d'apprendre. C'est une personne amoureuse de la vie, en fait. Hein? Au départ, là, c'est une personne qui est heureuse de vivre, hein, qui veut explorer toutes sortes de choses. Alors, c'est une personne aussi qui se sent très stimulée quand elle entreprend des projets. Et quand elle en a différents projets en même temps, ah ben là, c'est le summum, là, c'est l'adrénaline. Hein? Donc, la personne rigide, il y en a qui se reconnaissent, je vois des beaux sourires, c'est drôle, puis je vous connais en plus, hein? Je sais que vous êtes rigide. Mais c'est ça, c'est en fait, on se sent stimulé quand on entreprend des projets, mais le fait d'en avoir plusieurs, c'est comme, ah là, ça nous garde dans l'adrénaline. Alors, on ne cesse pas de se perfectionner aussi, parce que là, on veut faire une formation pour ceci, parce que ça nous passionne, on en veut une autre, on n'a pas terminé, déjà on s'inscrit à une autre, alors on est un peu comme ça, hein? Oui, absolument. Donc, ça, c'est la personne rigide. C'est la personne qui est susceptible de vivre un burn-out. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que vous vivez un burn-out à cause de ça, là, hein? Là, parce que vous avez ce trait de caractère, que vous êtes en burn-out, pas du tout. Mais c'est quand tous ces comportements sont vécus pleinement, tous, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, notre corps, il est épuisé. Hein? Mais d'abord et avant tout, c'est de bien mettre en place notre masque de rigide, hein, parce que c'est notre blessure d'injustice qui est au travail. Alors, c'est là que, à force de vivre ça, on peut vivre un burn-out. Alors, je disais, hein, on n'arrête pas de se perfectionner, de s'inscrire à des formations. Puis aussi, c'est qu'on fait beaucoup de choses pour être apprécié et reconnu. Mais on est souvent inconscient de ça. Alors, on va porter une action, on va prendre une décision en se disant, ben, si je fais ça comme ça, ou si je mets un petit peu plus d'heures pour travailler sur ce projet, eh bien, j'aurai la reconnaissance de mon client. Parce que je vais être parfaite dans mon domaine, ou parfait dans mon domaine, hein, très parfaitement connaissant dans mon domaine. Alors, même si on n'en est pas conscient, on porte beaucoup nos actions avec une intention d'être reconnu ou d'être apprécié. Alors, paradoxalement, ce qui est drôle, c'est que ben, on accepte difficilement
les compliments. C'est très inconfortable pour la personne rigide d'accepter un compliment. Elle est inconfortable avec les sentiments. Hein? La personne rigide, elle est plus confortable dans les actions, dans les prises de décision, hein, dans tout ce qui est très intellectuel. Hein? Mais les sentiments, elle est plutôt inconfortable. Il y a aussi le profil de cette personne. En fait, elle dit systématiquement oui aux demandes. Elle veut tellement plaire à tout un chacun. Elle veut tellement avoir le comportement parfait qu'elle dit oui, même si elle pense non. Et des fois, elle ne se pose même pas la question. Hein. Ça sort direct. C'est directement un oui qui va sortir. Puis, vous savez, des fois, on a appris hein, dans notre vie pour arriver à développer ce caractère-là, ce masque de rigide-là, dire systématiquement oui pour plaire à l'autre, pour faire plaisir à l'autre, pour être une bonne personne. Des fois, on a enregistré des choses dans notre vie. Et moi, j'ai eu des parents extraordinaires. Mes parents, là, je les ai choisis parce que j'en suis persuadée que j'ai choisi mon papa puis ma maman. C'est trop des beaux modèles. C'est trop des beaux modèles rigides. J'en avais besoin. Et à un moment, mon papa, il disait, il avait une entreprise, puis il disait, bon, tu viens travailler dans l'entreprise, si le client te demande quelque chose, tu dis oui. Tu dis pas non, tu dis oui. Après, tu t'arranges pour donner la commande, bien sûr, hein, à ce qui est demandé. Mais j'ai vite compris qu'un non, c'était pas accessible. Ça ne se disait pas. Alors, j'ai appris à dire oui. Ma maman disait toujours oui, d'ailleurs. Alors, tous les deux, mes deux parents m'ont bien montré la voie et c'est pas de leur faute, là, hein? Eux aussi, ils étaient rigides aussi, bien sûr. Et c'est moi, dans ma façon de voir les choses, qui a décidé d'adhérer à la croyance que un non, ça se dit pas. Déplaire à quelqu'un, ça ne se fait pas. Alors, j'ai pédalé beaucoup dans ma vie. J'ai été beaucoup en action. J'en ai fait des pirouettes pour être gentille, pour être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille, une bonne employée, une bonne collègue. Je dis bonne, je pourrais dire parfaite, parce que c'était ça mon but, être parfaite. Hein? Alors, est-ce que vous avez cette tendance à dire oui sans vous poser de questions, sans vous demander si vraiment vous avez envie, ou bien c'est que vous dites oui par peur de déplaire à l'autre, parce que vous voulez lui plaire à tout prix. Mais au fond, vous n'en avez peut-être pas envie. Hein? Alors, c'est une des caractéristiques aussi. Et là, si vous avez, jusqu'à maintenant, j'en ai dit quelques-unes, je vais vous en répéter d'autres tout de suite après, mais si vous avez certains de ces comportements-là, ça ne veut pas dire que vous êtes en burn-out, bien sûr, mais ça veut dire que vous alimentez votre blessure d'injustice et que vous créez de plus en plus votre personnalité rigide. Hein? Et quand on est dans notre personnalité rigide, notre masque, on se crée des blocages à l'intérieur de soi. On se ferme la porte à soi-même. On s'empêche d'être soi pour correspondre à une image
à laquelle on croit que les autres s'attendent de nous. Et on en vient à vouloir avoir cette image-là de perfection. Alors, la personne qui est susceptible de vivre un burn-out, elle ne prend pas en compte ses limites. C'est un bourreau de travail. Elle a une très grande capacité de travail. Elle aime le travail. Elle aime être en action, mais elle ne prend pas en compte ses limites. En fait, moi, il y a 22 ans, des limites, je ne savais pas c'était quoi. Vraiment, je vous dis, je ne savais pas ce qu'étaient des limites. Je l'ai appris quand j'ai vécu le burn-out. Et là, je les avais dépassés, bien sûr. Mais ça m'a pris plusieurs années à découvrir l'alarme qui m'informait que là, ma limite était pas mal atteinte. Il a fallu que je développe beaucoup d'écoute envers moi pour ça. La personne aussi susceptible de vivre un burn-out, c'est sûr qu'elle manque de temps. La personne rigide manque de temps. Elle cherche du temps partout. Pourquoi? Parce qu'elle aime être dans l'action. Elle est passionnée, donc tout l'intéresse. Elle s'inscrit à toutes sortes de formations, elle a plein d'activités, elle est en action continuellement, donc 24 heures dans une journée, ce n'est pas suffisant. Si elle pouvait, elle ne dormirait pas. Elle pourrait avoir 48 heures là, dans une journée, puis elle serait bien heureuse, la personne rigide. Il y a tant de choses à vivre, à explorer, à expérimenter que finalement, elle en vient à avoir peur de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce qu'elle veut, explorer tout ce qu'elle veut. Donc, elle manque de temps, puis elle a peur de manquer de temps, donc elle attire le manque de temps. Donc, le temps est très, 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 a beaucoup d'importance dans la vie de la personne rigide. Alors, c'est aussi un type nerveux, hein? Le rigide, c'est un type nerveux parce qu'il y a le fuyant qui est juste en dessous de la blessure d'injustice, il y a la blessure de rejet, donc derrière le rigide, il y a aussi le fuyant, mais c'est un type nerveux. Alors, ça veut dire quoi? Comment ça se présente concrètement? On le voit parce que la personne, elle est prête à rebondir tout de suite lorsqu'il y a une difficulté. Elle est prête à trouver une solution. Regarde, elle va se coucher très, très tard pour trouver une solution au problème qu'elle a vécu au travail, hein, qui n'a même pas de lien avec sa vie personnelle, mais elle va continuer à jongler pour trouver. Elle est prête à rebondir. Le lendemain matin, elle va arriver avec 2-3 solutions, 2-3 propositions. Ça, c'est presque certain. Hein? Donc, vous savez, même moi, je le voyais quand j'ai vécu le burn-out, je travaillais dans un hôpital, dans un centre hospitalier et c'est drôle parce que je me suis rappelée de ça en écrivant mon livre, justement. Que mon slogan, j'avais un slogan quand je travaillais à l'hôpital, c'était, oh mon Dieu, je suis presque gênée de vous le dire, mais allons-y, je disais, l'efficacité passe par Martine. Hey, j'étais tellement fière d'être efficace, là. À chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, j'étais prête à rebondir, à y trouver une solution, à trouver ce qu'il cherchait. L'efficacité passe par Martine. Alors, j'en étais fière, je me valorisais par ça. Est-ce que vous vous valorisez? De quelle façon vous vous valorisez? Est-ce que c'est par vos actions? Est-ce que vous correspondez à une image que vous voulez dégager de vous, mais en fait, ce n'est pas vraiment vous? Hein? Parce que dans le fond, moi, j'ai réalisé, au fond, j'ai réalisé que finalement, je ne suis pas une fille toujours efficace.
je suis aussi très inefficace. Il y a des fois là, que ça me prend du temps. Il y a des fois où j'ai de la difficulté à, juste à penser à la technologie ou je suis très inefficace quand on parle de technologie, de faire toute la technique comme aujourd'hui. Alors, je valorisais seulement une partie de moi, ce que je voulais montrer chez l'autre. Mais au fond, j'étais aussi inefficace qu'efficace. Hein? Alors, la personne, elle se valorise beaucoup aussi par ce qu'elle fait et surtout les résultats qu'elle obtient. Alors, selon les résultats obtenus, elle va être satisfaite ou insatisfaite. Donc, on recherche beaucoup de la satisfaction pour, ah mon Dieu, OK, je me sens bien là. Hein, j'ai eu un bon résultat, là, je peux me sentir bien. Mais ça prend quelques minutes. Hein. Le rigide, là, il n'est pas satisfait très, très longtemps. Hein. Dès qu'il a obtenu ce qu'il a voulu, le résultat qu'il a voulu, ben, il est déjà prêt à aller à la conquête d'autre chose. Hein, il est à la recherche encore de quelque chose qui semble être inatteignable. Le rigide se complique la vie. C'est beau, hein? C'est beau de voir toute la personnalité qu'on se crée parfois dans notre vie sans même en être vraiment conscient. Hein? La personne susceptible de vivre un burn-out, ben, elle s'en demande beaucoup et beaucoup, de plus en plus à chaque fois. Hein, c'est, je l'ai atteint ça, OK, ben, je vais monter la barre un petit peu plus haut. Ben, là, je suis capable, OK, ben, je suis capable de plus. Donc, je vais vouloir me prouver à moi pour sentir une satisfaction. Hein? Mais à quel point, à quel prix? En fait, avez-vous pensé toute l'énergie déployée à vouloir atteindre quelque chose? On ne sait pas trop quoi, hein, finalement, parce qu'on ne l'atteint jamais. Il y a de la satisfaction, mais pas très longtemps. Donc, cette personne aussi, elle a des attentes qui sont irréalistes envers elle-même. Elle veut correspondre à un idéal de perfection. Et c'est pour ça qu'elle délègue rarement aussi. Ça, c'est vraiment là, une caractéristique vraiment typique de la personne rigide. Et comme elle délègue rarement, pourquoi elle délègue rarement d'ailleurs? Ben, c'est simple, hein? C'est parce que la personne veut pas perdre de temps. Le temps est précieux. Puis elle recherche la perfection. Donc là, s'il faut en plus qu'elle délègue, il va falloir qu'elle explique. Il va falloir que... Donc ça veut dire que ça prend du temps. L'autre va faire le travail ou la tâche et c'est pas certain que ça va être bien fait, là, que ça va être fait parfaitement. Donc, tant qu'à tout utiliser cette énergie-là, vaut mieux que je prenne 15 minutes et que je le fasse. Donc, le rigide a ce raisonnement. Et il s'ajoute encore cette tâche supplémentaire plutôt que de déléguer. La personne, comme je disais un peu plus tôt aussi, pour elle, les connaissances et les actions sont plus importantes que les sentiments. Donc, elle est plus dans le faire. Hein? Elle est plus dans l'action. Les sentiments, c'est plutôt inconfortable. Hein? Si je pense à ma maman, quand j'étais toute petite, là, je vois bien que maman, elle était très rigide aussi. Puis, en fait, c'est drôle parce que je la voyais souvent de dos, ma mère. Parce qu'elle n'avait pas le temps, pour elle, s'occuper de moi ou de nous, parce qu'on était 8 à la maison, hein, s'occuper de nous, ben, c'était faire à manger, c'était coudre nos vêtements. Donc, je la voyais toujours soit de dos au fourneau ou encore dos pour être en train de coudre. Donc, c'était sa façon. Mais elle était très inconfortable avec les sentiments. Hein, c'était difficile pour elle de me bercer. Alors, moi, j'ai toujours vécu ce genre de modèle-là. Et j'ai reproduit
à certains moments cette image-là. Donc, ma partie rigide a été comme ça. Mais comme j'en ai manqué aussi de cette affection, ben, j'en ai donné beaucoup à mes enfants, tellement que je les étouffais. C'est pas mieux, hein? C'est encore ma partie rigide, hein, qui était là. Alors, plus on a ces comportements, plus on en a de ces comportements, plus on s'éloigne de sa véritable nature. Et plus on entretient un déséquilibre, bien sûr. Hein. Donc, finalement, on se crée une personnalité rigide. Et notre personnalité, ce n'est pas nous, au fond, ce n'est pas notre nature véritable. Hein. Alors, on se cache derrière nos rôles. Et on croit que nos rôles, c'est nous. Hein, moi, j'avais développé mon rigide en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant qu'employée. Ben, je croyais que c'était moi, cette personne-là. Mais en fait, c'était une création de mon ego. Hein. C'était tout doucement, au fur et à mesure que je vivais les expériences, quand j'avais une blessure qui était touchée, ben, j'avais tellement peur de déplaire, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas correspondre à l'image à laquelle je croyais que l'autre s'attendait de moi. Ben, finalement, j'adoptais des comportements pour plaire en croyant que l'autre allait m'aimer, me reconnaître et m'apprécier. Alors, j'ai envie de vous demander, vous, qui êtes-vous sans votre travail? Si vous vous retrouviez à un moment ou un autre, et peut-être que ça vous arrive actuellement, sans travail, qui vous êtes? Sans votre rôle de conjoint, peut-être. Alors, qui vous êtes? Sans votre rôle de parent, vous êtes qui? Est-ce que vous vous connaissez? C'est rare qu'on se pose cette question-là. Non, mais c'est vrai que graduellement, on se perd de vue. Et si vous avez de la difficulté à répondre, ça veut dire justement que on a perdu de vue notre nature, le contact avec notre âme, celle qui est venue s'incarner dans un corps matériel. Hein? Alors, quand on entretient ce déséquilibre, comment la vie peut nous aider à le voir, à en prendre conscience? Ben, c'est par des signes. C'est par des signes qui apparaissent. Alors, je vais vous en nommer quelques-uns signes. Peut-être que vous en vivez, peut-être que vous en avez déjà vécu. C'est sûr que quand on est rendu là, on est sur la pente du burn-out. Hein? On est fragile. Ça commence par, ça commence pas, mais le premier point que je vous nomme, c'est les troubles du sommeil. Hein? C'est les troubles du sommeil. On se couche exténué, donc on s'endort souvent très vite, très rapidement, mais on a des épisodes d'éveil réguliers. Là, le petit hamster tourne dans la nuit. Ça tourne en boucle. Hein? Et là, on va commencer à réfléchir, à devancer ou régler d'éventuels problèmes. On est dans la projection, on est dans l'inquiétude aussi. Donc, ça crée de l'anxiété, c'est difficile de me rendormir. Finalement, on finit par se rendormir et on se lève le lendemain, fatigué. Ben oui, on a travaillé toute la nuit. Hein? Notre cerveau n'a pas arrêté. Notre hamster a continué. Hein? Alors, souvent, quand c'est un beau signe, là, si on a des troubles du sommeil, il y a quelque chose là, qui ne va pas. Là, hein? La personne va avoir une baisse d'énergie. Elle va avoir aussi une baisse d'intérêt et de motivation à l'égard de
tout ce qu'elle aimait faire avant. Par exemple, moi, quand j'ai vécu cette expérience-là, mon médecin me proposait pendant mon arrêt de travail de faire les choses que j'aime. Elle m'a demandé la question, qu'est-ce que tu aimes, Martine? Ben, j'aimais jardiner, mais j'aime plus ça. Tout à coup, je n'avais plus de motivation, alors que jardiner, pour moi, c'était une façon de me ressourcer, de me réénergiser. Mais là, j'avais tellement de grandes baisses d'énergie, je n'avais plus d'intérêt, je ne savais plus comment reprendre une activité qui me nourrissait. Non? Aussi, bon, oui, on a un sentiment de profonde fatigue, bien sûr, hein, et on a de la difficulté à se concentrer. On a de la difficulté à se concentrer, on a des difficultés de mémoire aussi. Hein. Et au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, parce que des fois, ça s'étire tout ça, hein, ça s'allonge dans le temps, ben finalement, on altère nos relations. Hein? C'est comme si on n'avait plus de temps pour les proches, pour les amis, pour ceux qui nous sont chers. C'est comme si ben, on n'avait pas le temps pour eux. Là. On est en train de courir après le temps. On est en train de courir après on ne sait pas trop quoi, mais on court. Hein? Alors, je n'ai pas le temps. Ah, j'aimerais ça, mais non, je ne peux pas aller à votre souper. J'ai trop de choses à faire. Hein? On est toujours dans le faire, 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 faire. Alors, il y a une altération des relations. Et il y a un sentiment de perte de contrôle à l'intérieur de soi qui est très inconfortable. Parce qu'en fait, on se sent moins efficace, moins compétent, parce que là, on n'a plus la performance qu'on avait. Là. Donc, il y a une autocritique qui s'installe. Et quand je parle d'autocritique, bien sûr, c'est péjoratif, hein? C'est de la critique péjorative. Là. Hein? On ne fait pas de critique constructive à cette étape-là de l'expérience, bien sûr. Alors, automatiquement, ben, à force de s'autocritiquer de cette façon, ben, il y a une perte d'estime de soi aussi. Hein? L'image de la personne performante, enthousiaste, elle n'est plus là dans cette période. Alors, il y a un repli sur soi. On a de la difficulté à en parler aussi. Et on vit de la honte. Moi, je me souviens quand le médecin m'a arrêté, il faut penser qu'il y a 22 ans, le burn-out, c'était pas très connu. C'était quoi? C'est quoi ça, burn-out? Ça veut dire quoi? Et quand on parlait d'épuisement, ben moi, je me souviens là, que j'étais assise dans mon salon, sur mon sofa, puis je me disais, oh là là, là aujourd'hui, tous mes collègues savent que je suis en arrêt pour un épuisement. Et là, c'était la honte. C'était vraiment la honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Hein, parce qu'il ne faut pas oublier, la partie rigide en nous porte beaucoup d'importance au regard des autres sur elle-même. Finalement, le regard des autres est beaucoup plus important que le nôtre. Hein? Alors, les conséquences de tout ça, de tout ce qui arrive, c'est que ben, finalement, on a fonctionné comme une machine, peut-être pendant, je dirais, des années, des mois, des années. Alors, imaginez toute l'énergie déployée à vouloir correspondre à des critères de perfection, à courir après on ne sait quoi. Donc, on n'a plus d'hygiène de vie. Mais on recherche une perfection. On se donne l'illusion qu'on est dans une hygiène de vie jusqu'à ce qu'on tombe. Hein, on tombe. Je vous dis ça, on tombe et je pars à rire parce que cette expérience-là, si on la regarde dans sa globalité, elle est salutaire.
moi, je me dis, une chance que j'ai vécu un burn-out. Parce que traverser un burn-out, c'est aussi un passage initiatique. Mais pas seulement un burn-out. Hein. Toute situation que vous avez vécue dans votre vie, qui est quand même importante dans votre vie, que ce soit une relation qui se termine, que ce soit une maladie, une difficulté financière, que ce soit une perte, un deuil, il y a toujours un message évolutif dans une épreuve. Alors, le burn-out, on fait partie aussi de ces expériences-là. Alors, comment on traverse le burn-out? Et des fois, il y a des gens qui me disent « Hey Martine, comment on fait pour s'en débarrasser? » En fait, déjà, s'en débarrasser, je pense que ça nous indique à quel point on a de la difficulté à le traverser. Hein? Puis c'est très humain, mais ce qui est important, c'est pas de s'en débarrasser, c'est de le traverser et essayer de le faire le plus en conscience possible, bien sûr. Hein? Alors, ça demande du temps. Ça demande du temps parce que vivre un burn-out, ce n'est pas vivre une grippe. Hein? Rappelez-vous, c'est le rigide qui va vivre le burn-out. Et le rigide, il aime aller vite. Hein? Il est très, très structuré, organisé. Donc, ses dossiers, c'est clair. Ce qu'il y a à faire dans la maison, c'est clair. Dans sa vie personnelle, c'est clair. Il est organisé. Donc là, OK, il vient de comprendre qu'il fait un burn-out. OK, ben c'est correct. Dis-moi, là, comment je peux faire? Donne-moi les règles du jeu et je vais les comprendre et ça va être OK. J'ai des clients qui me disent, ben, j'ai fait un burn-out au mois de juin, puis on était rendu juste au mois de septembre. Ah, OK, la personne croyait sincèrement avoir traversé le burn-out, alors qu'elle se sentait encore, elle avait recommencé à travailler, mais elle se sentait encore très dépourvue, très impuissante à travers certaines situations qu'elle vivait encore. Donc, le burn-out, ça ne se vit pas comme une grippe. Ça ne demande pas seulement une compréhension mentale de la situation, ça demande une compréhension du cœur. Compréhension du cœur, ouverture du cœur. Donc, le rigide est habitué d'utiliser son intellect. Hein? Notre compréhension mentale, elle est très, très active. Donc, on veut comprendre mentalement, puis avec ce qu'on a compris, on va s'organiser, on va avancer. Mais c'est justement le défi pour le rigide quand il vit une expérience de burn-out. C'est de pouvoir descendre de la tête au cœur. C'est pouvoir laisser la compréhension mentale et venir ouvrir son cœur pour découvrir cette compréhension du cœur qui est là. Alors, au niveau spirituel, c'est véritablement un passage initiatique. C'est développer de l'amour pour soi, développer de l'amour inconditionnel pour la personne que je suis qui a perdu pied, Alors, on aura à développer notre capacité à être un peu plus sensible à soi et à s'engager dans une voie saine et équilibrée. Donc, dans bien des cas, on va miser d'abord, concrètement, on va miser sur un arrêt de travail. Hein? C'est un arrêt de travail temporaire et ça nous permet justement de refaire le plein d'énergie au niveau physique. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas que le corps physique qui est atteint. Hein? Récupérer l'énergie dans son corps physique, ce n'est pas suffisant. Et c'est ça le grand piège, parce que bien souvent, les gens vont croire que parce que leur corps physique a récupéré, que tout est terminé. Mais rappelez-vous que
au même degré, le corps émotionnel et le corps mental sont atteints aussi. On n'est pas malade mental, on a notre corps mental fatigué, aussi comme le corps physique. On a le corps émotionnel, nos émotions sont toutes là, on en est submergé et ça nous demande beaucoup d'énergie et c'est fatigant. Mais quand on est retiré de l'espace dans lequel on est continuellement en action, ben c'est certain que là, on est moins stimulé dans l'action. Et comme on est fatigué, on va récupérer en dormant, en se reposant. Mais lorsqu'on revient dans l'espace de travail et je dirais qu'on remet nos chaussures, hein? Donc on prend le même rythme, ben finalement, c'est pour ça qu'on retombe la plupart du temps. Hein? On retombe en épuisement parce qu'en fait, on n'en est pas vraiment sorti. On a été dans l'illusion qu'on en était sorti parce que le corps apparent, qui est le corps physique, semble avoir suffisamment récupéré. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de peurs avec ce retour-là. Donc, on va regarder ensemble 12 pistes à explorer pour traverser le burn-out. Hein? Alors, la première, qui n'est pas nécessairement la première, là, mais elles peuvent être aléatoires, bien sûr, c'est de rétablir l'équilibre dans l'aspect de donner et recevoir. Parce que si on vit un épuisement, c'est qu'on a été beaucoup en mode donner. On donne, on donne, on donne. On utilise de l'énergie pour donner à l'extérieur, OK? Parce que, rappelez-vous, on veut de la reconnaissance, on veut plaire à l'autre, hein? On veut être reconnu, donc on va donner beaucoup. Et on ne se donne pas la possibilité de recevoir beaucoup. Donc, on a besoin de rétablir l'équilibre dans le donner et le recevoir. Ça veut dire se donner du temps. Est-ce que moi, je peux recevoir de l'attention de moi? Est-ce que je peux me porter attention? Est-ce que je peux être sensible à moi? Est-ce que je peux recevoir de la présence pour moi, de moi à moi? Hein? Alors, se donner ce temps de qualité dans la présence, c'est drôle hein, parce que c'est mon rigide qui va parler, c'est hyper important. Mais dans l'expérience, moi, j'ai vu la différence de pouvoir me donner du temps de qualité, de présence, m'a vraiment fait vivre toutes les autres pistes que je vais vous nommer justement. Hein? Donc, tenir compte de mes limites, c'est une piste. Tenir compte de ses limites actuelles, malgré la peur du regard de l'autre. Elle est où ma limite? Juste se poser cette question-là. Elle est où ma limite, moi? Est-ce que je l'ai dépassée? Est-ce que je prends un moment pour m'observer? Je prends du temps de qualité pour être présente à moi. Là, je suis en train de déployer de l'énergie, mais de l'énergie qui va m'énergiser, qui va se quintupler, qui va continuer de grandir. Plutôt que d'être dans déployer de l'énergie pour correspondre, pour montrer qui je suis, pour entretenir une image, finalement. Et là, je suis en train de passer à l'action pour me nourrir. C'est énergisant. Alors, tenir compte de mes limites, me poser cette question-là, elle est où ma limite? Elle est où ma limite avec cette personne? Elle est où ma limite dans ce domaine? Est-ce que je l'ai dépassée ou j'en suis? On prend de ces nouvelles. C'est un peu ça, en fait. Hein? On est en train de se donner de la reconnaissance et de l'appréciation. Hein? Et du respect, bien sûr, parce que
on regarde là où on en est avec nos limites. Se donner le droit de dire non, au risque de déplaire à l'autre. Alors, c'est encore plus fort quand on le fait en conscience, quand on sait là, que ça dit non en dedans, puis ouf, on a l'habitude de dire oui à cette personne-là, parce qu'on l'aime, parce que c'est une bonne personne, parce qu'elle nous donne beaucoup en retour, puis on ne veut pas lui déplaire. Puis... Alors, c'est là où on a un défi. Toutes les pistes que je vous propose sont des défis. Au départ, c'est des grands défis, et après, ben, plus on le fait, plus ça devient facile, plus en fait on devient authentique, plus on devient proche de soi. On est vrai avec soi-même, on est authentique avec l'autre. Si ça dit non à l'intérieur de moi, ben, même si j'ai peur de déplaire à l'autre, je vais respirer l'amour que je suis pour moi et pour l'autre et je l'aime assez pour lui dire, ben, écoute, non, je dois dire non à ta demande. Ça ne me convient pas ou je ne suis pas disponible, peu importe. Vous n'avez pas à vous justifier, mais juste se donner le droit de dire non. Et après, simplement sentir ce que ça fait. Et on le sent, il y a un grand calme qui est là, puis en même temps, il y a cette partie apeurée de la personnalité rigide qui dit « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? » OK, mais on reste connecté à sa nature, à la paix, à la lumière, à l'amour qu'on est véritablement. Parce qu'au plan spirituel, c'est ça. Notre vraie nature, c'est ça. C'est être vrai, authentique. Hein? Puis, au niveau spirituel, il n'y en a pas de bien et de mal. Il n'y en a pas de négatif et positif là, comme tel. C'est, ben, OK, il y a ce qui est et ce qui est à l'intérieur de moi, c'est non. Alors, en principe, je devrais verbaliser ce que je porte à l'intérieur de moi au moment présent et non pas ce que je porte dans mon bagage d'expérience et de croyances limitantes. C'est-à-dire, ah ben, je pense non, mais je vais dire oui, parce que sinon, elle va être fâchée, parce que sinon, elle ne me rendra pas service la semaine prochaine, parce que ceci, cela. Hein? Donc, à cause de croyances. Se donner le droit de dire non. C'est se donner de la reconnaissance, de l'appréciation, et c'est se respecter aussi. Hein? Donc, nourrir la beauté dans sa vie, c'en est un autre point, une autre piste. Hein? Nourrir la beauté dans sa vie parce que ça nourrit notre corps émotionnel. Rappelez-vous, notre corps émotionnel, il est atteint, il est fatigué, il est épuisé par toutes ces émotions, il est submergé beaucoup. Alors, on a besoin, puis c'est difficile au début, quand on vit cette expérience-là, hein, c'est difficile de voir de la beauté dans l'expérience. Alors, simplement prendre un moment pour regarder, mais où est-ce qu'il manque de la beauté dans ma vie? Est-ce que la beauté manque dans mon environnement? Est-ce que j'aime des... pour moi, la beauté, ça peut être c'est très personnel, la beauté, en fait. Hein? Alors, on va passer à l'action pour mettre de la beauté dans notre vie quand on l'a trouvée. Mais vous savez, pour une personne, peut-être une personne d'entre vous ici, peut-être que la beauté, c'est les petites voitures de collection, les petites voitures miniatures. Hey, ça remplit de la beauté. Les hommes qui aiment les autos, il y a les femmes aussi qui aiment beaucoup les autos de course, mais il y a de la beauté là-dedans. Ça vient les stimuler, les remplir. Ben, OK, ça peut être des autos miniatures, ça peut être simplement, moi, la beauté, c'est une belle tasse de porcelaine. Ça peut être ça. Ça peut être, oh, moi, la beauté, c'est de voir ces figurines de grenouilles avec des visages qui font rire, avec des sourires et des dents. Et, ben, c'est de la beauté pour moi. Alors, allons-y gaiement, mes amis. Installons une étagère
et mettons de la beauté dans l'étagère, mettons nos grenouilles, mettons ce qui nous apparaît être de la beauté pour nous. Est-ce que c'est des fleurs? Est-ce que c'est d'avoir un jardin? Est-ce que c'est une couleur particulière qui me donne cette beauté-là? Alors, où est-ce que je peux mettre cette couleur dans mon environnement, dans mon décor ou encore sur moi avec mes vêtements? Qu'est-ce qui me remplit de beauté, moi? Qu'est-ce qui me nourrit de beauté? Et là, je suis en train, consciemment, de nourrir mon corps émotionnel. Hein? Alors, ça m'aide à vivre des petits bonheurs en regardant ce que j'aime, ce que je trouve beau, pendant que je vis cet épisode difficile. C'est aussi avoir des moments de repos. Vraiment des moments qui vous apaisent. Vous savez, des fois, on est en pause, qu'on travaille ou encore on est à la maison, mais on prend une pause et qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? Eh bien, on prend notre téléphone, bien sûr. Hein, et là, on défile. On regarde tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Est-ce que vraiment on prend un moment de pause? Est-ce qu'on est présent à soi? Est-ce qu'on respire? Mais non. Ben, on respire parce que sinon on serait mort, bien sûr, mais on n'a pas cette présence à soi. Alors, prendre un moment de repos, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui m'apaiserait ici maintenant? Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui m'apaise, c'est ceci. Demain, ce sera autre chose, bien sûr. Mais un véritable repos, c'est une présence à soi. C'est quelque chose qui nous apaise. Et dans le même ordre d'idées, l'autre piste, ben, c'est avoir des moments de silence. Avoir des moments de silence. Je vous pose la question, mais la réponse est bien personnelle. Elle est pour vous, la réponse. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des moments de silence? Parce que dans les moments de silence, quand on s'installe dans un espace et qu'on est en silence, il va y avoir du bruit autour de soi, bien sûr. Hein? Mais tout doucement, si on fait juste être présent à la respiration, qui est la prochaine piste possible, hein, ça va avec ça, le silence. Plus on se connecte à sa respiration, qui est vraiment le souffle de vie, en fait, hein, ben, le mental va tout doucement s'apaiser. Hein, l'ego, j'en parle pas beaucoup là ici, mais l'ego va voir que Martine, ben, elle ne se sent pas en danger finalement quand il y a un silence. Ah ben ok, il peut baisser la garde. Le mental va tout doucement s'apaiser. Les nombreuses pensées, les émotions vont être moins présentes. Et ça, on a besoin de l'exercer. On a besoin de se donner l'occasion de l'installer dans sa vie, bien sûr. Alors, plus le mental s'apaise, plus on permet à la conscience de s'éveiller en soi. Et la conscience, ben, c'est automatiquement, si la conscience s'éveille, ben, tout à coup, on a des élans intuitifs, on a des perceptions tout à coup qui se développent, on a des talents qui se développent. Il y a une présence à soi et c'est comme ça qu'on commence à se connaître, à se reconnaître, hein, finalement. Donc, ça en est un point aussi. C'est établir des rituels amoureux. Là, je ne vous parle pas de rituels avec votre amoureux ou votre amoureuse.
Je vous parle de rituels amoureux dans le sens avoir un rendez-vous d'amour avec soi. Donc, concrètement, c'est se demander, mais qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que j'aime? Hein? Ben, c'est drôle parce que je ne sais plus ce que j'aime. OK, mais qu'est-ce que j'aimais avant? Quand j'étais plus petit. Vous savez, dans l'enfance, dans l'adolescence, il y a beaucoup, il y a beaucoup de liberté qu'on s'est donnée de toucher ce qu'on voulait vraiment, puis ce qui nous remplissait. Alors peut-être que ce que vous aimez, c'est le jazz, mais ça fait longtemps que vous n'en avez pas écouté du jazz. Vous n'aviez pas le temps, n'oubliez pas là, hein, que vous n'avez pas le temps d'écouter du jazz. Alors là, c'est le moment. Là, c'est en conscience, j'établis un rituel. Moi, le jazz me faisait du bien quand j'étais jeune. OK, ben, à ce moment, de quelle façon je vais l'installer dans ma vie? Est-ce que c'est un rituel hebdomadaire? Est-ce que c'est mensuel? Comment ça va se dérouler? Tout à coup, je déploie de l'énergie pour nourrir, me nourrir. Vous voyez la différence? Je pense à l'action, je prends des décisions, mais toujours en fonction de mon être et non pas en fonction de je dois ou il faut que, hein, en fonction de peur ou de croyance. Donc, établir des rituels amoureux, c'est être capable de voir qu'est-ce qu'on aimait. Et si on aimait lire et qu'on n'a jamais de temps pour lire, alors, wow, là, c'est le temps là, de le mettre à l'agenda. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Hein. J'ai vraiment inscrit à mon agenda, à chaque semaine, à tel moment, quand j'étais en arrêt de travail, le mercredi après-midi, j'avais écrit dans mon agenda « Rendez-vous amoureux ». Tellement que je l'ai montré à mon amoureux, à mon mari, pour lui expliquer c'était quoi. Mais j'ai dit « Rendez-vous amoureux, c'est mon rendez-vous d'amour. Je ne sais pas ce que je vais faire le mercredi après-midi, mais je vais faire quelque chose pour me faire du bien. » Alors, pour moi, c'était quoi? Ça pouvait être justement aller lire, aller à la bibliothèque, aller dans un parc, mais c'était aussi aller dans un centre jardin, juste humer les fleurs, regarder la beauté des fleurs. À un autre moment, j'aimais aller dans les centres de rénovation où on vend du bois pour de la construction, où on vend des équipements. Moi, j'aime me promener dans ces allées-là. Au Québec, on appelle ça là, les Rénaux dépôts, les Home dépôts, Rona l'entrepôt, pour ne pas les nommer, là, mais donc, c'est des endroits là, où est-ce qu'on va chercher des choses pour faire nos rénovations, notre construction. Et moi, me promener dans ces allées-là et de sentir, d'avoir l'odeur du bois, pour moi, là, c'était un rendez-vous tellement apaisant. C'était un rendez-vous d'amour avec moi. Me promener dans les allées où est-ce qu'il y avait des poignées de portes d'armoire. Il y a plein de poignées aujourd'hui. Hein. Ben moi, juste regarder ça. Là. Oh, ça me faisait rêver. Oh mon Dieu, elle est belle. Oh, les petits détails. J'aimais ça. C'était mon rendez-vous du mois, de la semaine, pardon. Le mercredi après-midi, j'allais dans des endroits comme ça. Sans flafla, sans avoir de but précis, je me laissais porter par le moment. Et ça, pour un rigide, là, pas facile, là. Au début, je n'ai pas commencé par celui-là. Hein. J'ai commencé par des plus faciles que celui-là, bien sûr. Hein. Mais vous savez, établir des rituels, c'est important. On en a déjà eu des rituels quand on était plus jeune. Souvent, c'était des rituels religieux. Hein. Mais si on met ça de côté, peut-être si on a mis tout ça de côté pour le moment, il ne faut quand même pas oublier que les rituels, c'est important dans la vie d'une personne. Alors, on a besoin de s'en créer des rituels. C'est aussi une autre piste
tenir un journal de bord dans lequel, moi, je l'ai fait peut-être 3 semaines quand j'ai arrêté de travailler. Là, 3 semaines après, j'ai commencé à tenir un journal de bord et j'ai encore un journal de bord aujourd'hui. Mais à l'époque, ce que je faisais, en fait, j'écrivais toutes mes déceptions, mes incapacités, ma colère, ma culpabilité, ma honte. Tout ce que je vivais de désagréable dans cette expérience-là, je le déposais dans ce journal. Et ça me permettait de le mettre en lumière, de créer une distance pour pouvoir mieux le voir et mieux le mettre en lumière, l'illuminer au lieu de vouloir l'éliminer. C'est comme si je portais un seau, je mettais sur le papier ce que je vivais. Alors, ça a été au départ un journal où il y avait beaucoup de zones sombres de moi-même. Hein? Mais c'est important d'avoir l'occasion de mettre en lumière ces zones sombres, ces zones d'ombre, parce qu'on en a tous des zones d'ombre. Hein? Alors, nos peurs, c'est des zones d'ombre. Nos croyances limitantes sont des zones d'ombre. C'est important de les mettre en lumière. Alors, j'osais me nommer de cette façon à moi-même d'abord, avec beaucoup de pudeur. Il ne faut pas oublier que pour une personne qui vit un burn-out, là, sa réputation, elle est touchée et elle est très inconfortable. Alors, avant de se nommer aux autres, elle commence par se nommer à elle-même. Alors, je l'écrivais dans ce livre-là, dans ce journal-là. Et c'est une belle façon aujourd'hui, en fait, de découvrir toutes nos aptitudes. On découvre aussi nos désirs qui changent avec le temps parce qu'on écrit tout là-dedans. Alors, c'est autant nos désirs que nos limites, que nos peurs aussi, bien sûr. C'est aussi une autre piste, c'est accepter l'aide des gens. Je ne sais pas si ça vous arrive quand quelqu'un vous offre de l'aide et que vous dites « Oh non, non, merci, merci, ça va aller, il n'y a pas de problème, je vais faire ça, puis ça va bien aller. Ça va me prendre 2 minutes. » Alors qu'on sait que ça va nous prendre 2 jours. Hein? Alors, accepter l'aide des gens. Oser demander aussi si les gens... Parce que à force de dire non, à recevoir de l'aide, c'est comme si on fermait la porte. Les gens sont tellement habitués de nous voir dans notre personnalité performante qui gère tout que finalement, les personnes ne nous offrent plus d'aide. Alors, osez demander. Osez demander. Moi, j'ai osé demander quand je recevais à manger, en fait, quand je recevais à souper chez moi, je demandais, ben, regarde, voudrais-tu couper tel ingrédient pendant qu'on parle? On est au comptoir, on est tous ensemble. C'est agréable aussi. Puis les gens sont tellement contents de nous aider. Alors, osez demander. C'est étonnant comment ça vient faire circuler l'énergie à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a comme cet équilibre de donner, recevoir tout à coup qui s'installe de plus en plus. Hein? Oser recevoir de l'aide. Et une dernière piste, c'est cultiver l'humour. C'est être capable de voir l'humour. Écouter des spectacles d'humour, choisissez vos humoristes, choisissez les spectacles ou les pièces de théâtre que vous allez voir. Mais nourrissez-vous aussi, cultivez l'humour dans votre vie, nourrissez-vous d'humour. Et de toute façon, l'humour va venir aussi dans votre vie, même si au début, c'est pas ça du tout, mais plus on cultive l'amour de soi, plus on émane l'amour de soi, plus il y a de l'humour.
hein. Alors, là où il y a de l'amour, il y a de l'humour et on va attirer des situations. Je me souviens d'une situation avec mes enfants qui étaient encore jeunes, là, qui étaient adolescents, préadolescents, à table. Moi, j'avais même pas fait le repas tellement j'étais incapable de fonctionner, mais mon mari avait fait le repas, on était tous les quatre à table et mon fils avait dit quelque chose et finalement, sans faire exprès, la salade était sortie de sa bouche. Et on s'est mis à rire, mais à rire, mais à rire, alors que c'était pas si drôle, mais c'est comme si tout à coup, je ressentais que tous les efforts que je mettais graduellement à mon bien-être venaient d'exploser dans ce rire-là. Alors, cultiver l'amour, c'est l'humour, et l'amour, bien sûr, mais cultiver l'humour fait en sorte que l'humour s'installe de plus en plus dans notre vie. Et ça désamorce. Ça désamorce. Hein? Parce que, vous savez, si on en vient à vivre un burn-out, probablement qu'on a un langage où on dit, c'est trop compliqué. Ah, la vie est compliquée. Ah, c'est difficile. Moi, j'en reviens pas comment c'est difficile et compliqué. Alors, en fait, la vie n'est pas si compliquée. Hein? On croit qu'elle est compliquée, par contre. Et on a cette puissance de manifester notre croyance. Alors, la vie, elle est généreuse, elle est aimante. Si je dis qu'elle est compliquée, qu'est-ce qu'elle entend? Ah, OK, Martine, elle veut la vie compliquée. OK, ben je vais y amener ce qu'il faut pour qu'elle puisse manifester la vie compliquée. Alors, c'est pour ça que c'est important de voir comment on pense, qu'est-ce qui sort de notre bouche, comment on se nourrit. Tout ça a une importance. Alors, on a besoin de faire des actions en fonction de son besoin du moment, plutôt qu'en fonction de « il faut que », je devrais faire ceci, je devrais appeler cette personne, je devrais terminer ce travail. Donc, ça permet de guérir la blessure d'injustice, d'être sur le chemin de la guérison, bien sûr. Hein? Ça, on ne guérit pas comme ça une blessure de l'âme, bien sûr, mais de parcourir ce chemin de guérison. Là, on est en train de reprendre notre pouvoir quand on utilise des actions pour aller vers un bien-être intérieur, nourrir son être. Hein? Donc, ça permet de parcourir le chemin de guérison de la blessure d'injustice et la blessure de rejet qui est derrière aussi. Ça permet de développer notre sensibilité aussi, la sensibilité qu'on peut avoir envers soi-même. Et ça nous permet de nous nourrir d'amour véritable. Alors, ça veut dire qu'on est en train de faire tout doucement le deuil de notre personnalité performante, parfaite, parfaitement rigide. Hein? Parce que la perfection, elle n'existe pas au plan matériel. Je pense que je ne vous apprends rien en disant ça. Hein? Alors, on a besoin de faire le deuil de cette personnalité qu'on s'est tricotée et tout doucement, en traversant l'épreuve de l'épuisement, du burn-out en conscience, en mettant des actions pour se nourrir, on est en train de détricoter la personnalité qu'on s'est créée. Hein? Donc, en conclusion, dans une situation d'épuisement, on ne sait plus qui on est et où on va parce qu'on ne sait plus quoi faire. On n'est plus capable de faire. Donc, comme on se définit par ce que l'on fait, quand on vit une situation d'épuisement, on ne peut plus faire. Alors, on a l'impression qu'on n'est plus personne, on n'est plus rien. Mais c'est une illusion. C'est la personnalité qui, tout à coup, n'est plus nourrie. La personnalité rigide. Alors, il est vraiment nécessaire de diminuer cette confusion en rétablissant vraiment l'équilibre. Hein. Alors, le burn-out, c'est un rendez-vous d'amour. Ça a été un rendez-vous d'amour pour moi
quelle que soit l'épreuve que vous vivez, que ce soit burn-out ou autre, c'est un rendez-vous d'amour parce que ça vous permet de développer un potentiel qui dort en vous. Et ça laisse émerger des aptitudes nouvelles. Moi, je dis que le burn-out a été un rendez-vous d'amour parce que ça m'a permis de vraiment faire le métier que je fais aujourd'hui. Accompagner les gens, être avec eux, en groupe, en individuel, faire le métier que j'aime. Je fais le plus beau métier du monde. Grâce au burn-out, je me suis épanouie. Alors, moi, je vous souhaite, non pas de vivre un burn-out, hein, je vous souhaite de pouvoir voir les épreuves avec une autre perspective. En fait, c'est un passage initiatique, une épreuve. Et quand on veut l'éviter, on ferme la porte à ce passage initiatique-là au niveau de l'âme. L'âme a besoin de s'alléger. Elle a besoin qu'on l'aide en tant qu'être humain. On a cette responsabilité-là de laisser notre conscience s'éveiller pour pouvoir laisser notre âme explorer qui elle est véritablement, le 100% amour. Explorer la vie. La lumière qu'elle est. Et quand on alimente un masque comme l'origine, que ce soit n'importe quel masque, hein, ben, on alourdit notre âme. Hein, on lui bloque le passage, on l'empêche de s'épanouir dans la matière. Alors, c'est sûr, hein, moi, je vois bien que je faisais toujours en fonction de la peur inconsciente de décevoir les autres. C'est ça l'origine aussi. Hein? Et de me décevoir parce que je me mettais la barre très haut. Alors, toute cette énergie-là a alimenté cette croyance que je n'avais pas le droit de décevoir. Je pouvais bien être fatiguée. Hein? Il fallait que je performe dans tous mes rôles pleinement. Alors, je déployais encore beaucoup d'énergie à la recherche de la perfection, bien sûr. Et à chaque fois, je fermais mon cœur à l'être que je suis véritablement. Alors, le burn-out, il m'a vraiment appris que je m'étais perdue de vue. Et je n'avais plus de raison, de relation saine et harmonieuse avec moi, avec la vraie Martine que je suis. Alors, j'entretenais une relation dite harmonieuse avec moi, mais elle était bien illusoire parce que c'était à condition que j'ai des résultats. Alors, je dépendais de mes résultats pour me sentir satisfaite. Alors, j'étais complètement à côté de la plaque. Tout simplement. Alors, je vais prendre des questions. Je ne sais pas si il y a des questions, Laure? Oui, Martine, merci. Merci tellement. On a eu dans le chat beaucoup de gens qui se sont reconnus dans le masque du rigide. Il y en a beaucoup que ça a fait rire aussi. Et on a eu des questions. Je me demandais si j'allais te la poser en premier ou en dernier. Finalement, je vais te la poser en premier parce qu'on me l'a posé plusieurs fois. La question, c'est est-ce que finalement, le burn-out, ça n'est pas une dépression? Est-ce qu'il y a quelque chose d'identique entre le burn-out et la dépression ou est-ce que c'est différent? Oui, merci pour cette question. Merci infiniment de l'avoir posée parce que le burn-out est différent de la dépression. OK? Le profil d'une personne de burn-out, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une personne qui est passionnée, c'est une personne qui est toujours partante pour avoir des projets, qui s'occupe de groupes aussi, qui est très, très entreprenante comme personne. Hein? Donc, elle est dans l'action. Le burn-out, il est relié à ce qu'elle fait. OK? Donc, c'est au niveau de l'action que ça se passe. Tandis que quand on vit une dépression, c'est au niveau de l'être qu'on est atteint. Ce n'est pas au niveau du faire et des actions que l'on porte.
et de l'incapacité à faire ces actions-là. Donc, il y a une différence. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que si je veux me débarrasser du burn-out et que j'ai de la difficulté à m'arrêter pour accueillir le message évolutif que veut me dire cette expérience-là, ben, il y a un moment où ça se peut que je descende encore plus et que je devienne en dépression. Donc, une personne qui vit un burn-out peut vivre une dépression. Mais une personne qui vit une dépression ne vivra pas nécessairement un burn-out. OK? Parce que la personne en burn-out, elle est atteinte au niveau du faire, tandis que la personne en dépression, elle est atteinte au niveau de l'être. Et je vous disais un peu plus tôt, ben, on commence à avoir de moins en moins d'estime de soi, bien sûr, hein, parce que là, on est moins performant et tout. Donc, si on ne voit pas cette alarme, ben, ça se peut que là, on tombe en dépression par la suite. Hein? Ça peut nous amener là. Donc, voilà la différence entre les deux. Merci, Martine. On a eu une autre question aussi. Tu nous as parlé beaucoup du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental. Et puis, on a une personne qui se posait la question, pourquoi est-ce que tu parles de corps pour l'émotionnel et le mental? Ah, OK. Ben, c'est simplement, il ne faut pas s'attarder des fois aux mots comme tels. Hein. C'est une façon, j'aurais pu dire le plan mental, le plan émotionnel, ça aurait été la même chose. Hein. Donc, si ça vous dérange c'est parce que les corps, en fait, ne sont pas tous visibles. Hein? Donc, on va parler de plan émotionnel, de plan mental, parce que on est habitué de parler du corps physique parce qu'on le voit et on a de la difficulté à associer le mental à un corps. Mais si c'est pas nécessaire non plus, on peut très bien dire que c'est le plan mental, le plan émotionnel, tout simplement, qui est atteint aussi pour nous. Ce sont nos corps subtils, en fait. Hein? Ouais. Tu nous as parlé aussi, Martine, beaucoup de la blessure d'injustice et la blessure de rejet. Donc, on a eu des questions sur les blessures. La première, par exemple, pour le rigide, est-ce que tu dirais que être rigide, est-ce que ça correspond à être orgueilleux envers soi-même? Ben, c'est sûr que quand on est dans un masque, quel qu'il soit, donc dans le masque du rigide, c'est qu'on est sous l'influence de notre ego. Hein, c'est que tout ce qu'on a acquis comme expérience va nous influencer et là, on va développer des comportements. Okay? Le rigide peut avoir des comportements orgueilleux lorsqu'il veut que l'autre adhère à sa façon de faire. Là, ça peut être un comportement orgueilleux. Mais sinon, c'est sûr que la personne, elle est vraiment sous l'emprise de son ego d'abord. Puis l'orgueil, c'est de l'ego encore plus fort, parce que là, en plus d'être sous l'influence de mon ego, je veux que l'autre adhère à mon ego à moi, et là, ça devient des comportements orgueilleux. Alors, si je veux que l'autre pense que je suis parfaite, ça se peut que j'ai un comportement orgueilleux à ce moment-là. J'espère que ça répond bien. Là, n'hésitez pas, hein, même là, si tu vois là, qu'il y a des petites précisions, n'hésite pas. Ça m'avait l'air très clair. Merci. On a eu une question aussi de la part de quelqu'un qui a vécu un burn-out, qui a traversé. La question, c'était, après avoir traversé un burn-out et avoir travaillé sur ma blessure d'injustice, notamment grâce à l'école Écoute ton corps, je vois que je bascule souvent dans la blessure d'abandon et me positionne en victime au travail. Je m'observe, mais j'ai tellement peur de dépasser mes limites que je ne sais pas comment rétablir l'équilibre. OK. Donc, elle dit qu'elle se sent victime au travail ou qu'elle dépend. Elle a parlé de dépendance aussi? Elle parlait du fait que maintenant, elle a beaucoup peur de dépasser ses limites. Puis elle voit qu'elle est souvent dans son rôle de victime face au travail, que c'est à cause du travail. Donc, elle se voit beaucoup dans le rôle
ou de la victime. Victime, hein, de victime du travail. Oui, ben, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire c'est la normalité. Tu es sur le chemin, je ne sais pas qui a posé la question, mais tu es sur le chemin de découvrir tout ça. Moi, ça fait 20 ans que j'en découvre encore parfois des choses sur le burn-out. Alors, ça se peut que pour le moment, tu sois retourné, tu commences à mieux découvrir tes limites, à essayer de les respecter, mais que tu as encore tendance à rejeter le blâme sur l'environnement de travail. OK? Donc ça, oublie pas une chose. Quand on rejette le blâme, quand on culpabilise et qu'on se met en état de victime, ça veut dire qu'il y a un bourreau à quelque part. Hein. C'est le bureau, c'est le travail qui est ton bourreau en ce moment. Donc, tu es en train euh, de faire l'expérience de ne pas être dans ta responsabilité spirituelle. Parce que être dans notre responsabilité, c'est savoir que ben, je crée l'environnement parfait pour me faire voir tout le potentiel que j'ai pour traverser l'expérience. Et tant qu'on culpabilise ou qu'on blâme son environnement de travail, ben là, c'est simplement que tu es en train de faire l'expérience de la victime. C'est ni bien, c'est ni mal. Tu vas voir que continue à travailler sur toi, à découvrir tes forces, à découvrir qui tu es. Tu vas voir que tu vas avoir la tendance à changer ton comportement. Parce que le comportement de victime, ça réconforte aussi, je peux le comprendre. Hein? Ça fait du bien de sentir que ben, c'est à cause de l'autre, là, si je me sens mal. C'est à cause de mon travail, c'est à cause de l'autre qui m'en demande beaucoup. Mais va voir les pistes que j'ai proposées. Est-ce que tu te permets de dire non et de t'aimer? Ou encore, tu te culpabilises parce que tu dis non au travail. Alors, c'est sûr que on va attirer à nous ce qui n'est pas accepté de nous. Si on dit, au début, on commence à respecter nos limites et à dire non, mais on est très inconfortable, puis en fait, on s'en veut un peu. Soyez assurés que la vie, elle fait bien les choses. Elle va te mettre un collègue ou un patron qui va te culpabiliser de respecter trop tes limites, là. C'est beau respecter tes limites, mais quand même, il faut que tu penses à nous aussi. Donc, cette culpabilité que tu portes, tu vas la voir aussi arriver de l'extérieur, hein, de tes collègues ou patrons. Alors, oui, ça se peut que tu le vives comme ça dans le moment, mais reste ouverte au fait que tu as toute cette possibilité. Quand ton rôle de victime ne te nourrira plus suffisamment, tu vas en sortir. Tu vas en sortir. Parce qu'il y a toujours un cadeau à être victime. Quand je suis victime de la situation, je n'ai pas besoin de faire d'efforts, c'est l'autre le problème. Mais, ouf, OK, il faut penser, tu as fait un burn-out, tu n'as peut-être pas suffisamment de force encore pour passer à l'action. Mais quand tu tu inities le mouvement vers ce que tu veux, s'il n'y a pas de clarté au travail, dans ta relation au travail, si il manque de vérité, d'authenticité, ça va être à toi d'initier le mouvement. Alors, garde ça en tête. Quand tu vas être capable, quand tu vas avoir suffisamment d'énergie et que le cadeau ne sera pas si agréable, ben, tu vas trouver un autre filon pour t'aider à être dans la vérité et dans l'authenticité. Voilà. On a une autre question, Martine, c'est encore par rapport au travail. Lorsqu'on a fait un burn-out, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est guéri ou s'assurer qu'on ne recommencera pas trop vite le travail? Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est le bon moment de retourner? Est-ce que j'ai attendu assez? Euh, vous savez, hein, j'ai pas la vérité là-dessus, hein, j'ai pas la vérité sur votre expérience. Et c'est là où on a besoin de se donner suffisamment d'amour pour expérimenter, pour
l'essayer. Il ne faut pas attendre de ne plus avoir peur. Parce que là, c'est une jungle, le travail pour nous. Hein? Quand on a dû arrêter et qu'on a été en arrêt de travail un bout de temps, on a peur de retourner. On a vraiment peur de retourner. Alors, n'attendez pas de ne plus avoir peur, bien sûr. Alors, il n'y a pas de, il n'y a pas de prescription idéale. Il n'y a pas de délai idéal. Ça dépend pour chaque personne. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est simplement à écouter quelle est la peur exactement. Commencez à l'apprivoiser, cette peur-là. J'ai peur de quoi? J'ai peur de retomber. Qu'est-ce qui pourrait arriver si je retombais? Oh, ben là, les autres, ils vont dire, ah, voyons, elle est incapable, cette personne. C'est quoi qui fait que tu as si peur? Et est-ce que tu peux simplement, le jour où tu vas décider de retourner au travail, peux-tu amener ta peur avec toi? Peux-tu prendre ta peur par la taille et l'amener avec toi au travail? Tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu ne retourneras pas. La peur, elle a besoin d'être reconnue par toi. Elle a besoin de sentir que c'est toi qui décides aussi. Ta peur, c'est ton enfant, c'est une partie de toi. Alors, essaie pas de l'écarter. Essaie pas de l'écarter pour être capable d'avancer. Non, non, avance avec elle. La peur, elle va voir que finalement, tu es capable de gérer la situation. Et si dans l'expérience, finalement, c'est plus difficile que tu pensais, puis tu te sens plus fatigué, il y a toujours moyen de réajuster. Hein? Tu commences graduellement à travailler, tu avances 2 jours, 3 jours par semaine. Si c'est suffisant, on dialogue, on va faire une entente, on va essayer de regarder comment on peut vivre ça au mieux pour les 2 parties, autant pour l'employeur que pour soi, bien sûr. Hein? Mais il n'y a pas de recette miracle. Hein? On a besoin de se lancer, même si on a peur. Mais pour ça, on a besoin d'avoir récupéré au niveau physique. Et on a besoin de commencer à explorer les pistes dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est important parce que si je me suis juste reposée, j'ai énergisé mon corps physique, mais je retourne au travail sans avoir commencé à regarder ce qui m'habite, bien, c'est sûr que je retombe dans une jungle pour moi en tant que personne. Hein? Ça va pour ça? Merci. On a eu une autre question. J'imagine que c'est vraiment variable d'une personne à l'autre, mais quelqu'un qui voudrait savoir, il faut combien de temps environ pour pouvoir traverser un burn-out? Il y a des personnes qui disent que ça prend plusieurs mois, parfois 1 année, 2 années. Est-ce que tu sais combien de temps est-ce qu'il faut pour se remettre d'un burn-out? Oui, ça vient aussi toucher la même question que tout à l'heure. Hein. Il n'y a pas de durée vraiment à poser comme on dit, une grippe. Hein. Bon, 1 semaine, tout est OK, mais le burn-out, on ne peut pas donner une durée. Parce que, en fait, la durée, elle va dépendre de ta capacité à garder ton cœur fermé à l'expérience. Plus vite tu ouvres ton cœur à ce que tu es en train de vivre, plus vite tu ouvres ton cœur à la personne blessée à l'intérieur de toi, plus vite tu vas vivre et traverser ce burn-out-là. Par expérience, moi, je me suis fermée à ça au début. Moi, ça m'a pris 5 ans. Et c'est vraiment lorsque j'ai appris à reconnaître ce qui m'habitait, que j'ai commencé à vraiment traverser le burn-out. Mais les 5 premières années, je ne traversais pas le burn-out. Je m'en protégeais. Je me fermais à double tour. Je fermais mon cœur à l'expérience. Je me dénigrais. Alors, vous voyez,
traverser une expérience de burn-out, ça va être au même rythme que j'ouvre mon cœur à l'expérience. Il n'y a pas de durée déterminée. Pour chacun, c'est très différent. Et puis, j'ai retrouvé plusieurs questions qui se retrouvaient un peu dans la même forme. Donc, je fais une question globale. Est-ce qu'il y a un atelier ou plusieurs ateliers qui sont proposés par l'école Écoute ton corps pour des personnes justement qui ont vécu un burn-out ou qui souhaitent pouvoir apprendre comment respecter ses limites, tout ce dont tu as parlé? Est-ce que tu suggérais un atelier en particulier ou peut-être plusieurs? Ben, il y a plusieurs ateliers, bien sûr. Hein. Il n'y a pas d'atelier sur le burn-out ou comment traverser le burn-out. OK? Mais toutes les pistes dont je vous ai parlé viennent vraiment explorer à travers les ateliers d'écoute ton corps. Tu peux explorer, savoir et reconnaître tes limites, comment l'apprivoiser, ta peur, bien sûr. Donc, il y a plein d'ateliers qui peuvent t'aider à découvrir le bagage que tu portes à l'intérieur de toi. Mais pour ce qui est du burn-out, non, il n'y a pas d'atelier précis pour ça. Mais il y a un livre, par contre, qui est édité par les éditions ETC, c'est mon livre, hein, L'amour en moi m'a guéri, qui parle de l'expérience du burn-out et qui, en 3 étapes, vous aide à traverser. Hein. Je vous guide et je vous pose les questions. C'est un livre de travail aussi, d'exploration intérieure. Hein. Alors, pour ce qui est du burn-out, ça peut être une belle option. Est-ce que je vais prendre une dernière question, Laure? Oui, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire peut-être la dernière question parce que le temps file. La dernière question qu'on m'a posée 2 fois, c'est comment savoir si c'est le bon moment pour quitter son travail? Ah oui, oui, effectivement. Est-ce que c'est le bon moment? Ben, c'est drôle, je vois les gens qui rient. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont la même chose, en fait, le même questionnement. En fait, on va le sentir parce que si on veut quitter notre travail pour ne plus vivre quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à le quitter. On a encore à apprendre quelque chose. Si on veut s'en débarrasser, on fait fausse route parce qu'on veut éloigner quelque chose que l'on vit. Soyez assurés qu'on va le retrouver dans le futur. OK? Alors, le bon moment pour quitter un emploi, c'est lorsqu'on est capable de dire « Hey, j'ai passé du beau temps ici. J'ai appris des choses sur moi. Ça m'a fait grandir. J'ai vécu un burn-out. » C'est vrai. Moi, quand je pense à l'hôpital, c'est ça. J'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai travaillé avec des personnes extraordinaires. Je suis capable de le dire aujourd'hui. Hein? Et je l'ai quitté, cet emploi-là, il y a longtemps déjà. Mais on quitte quand on est capable de remercier la vie d'avoir vécu cette expérience de travail. Quand on a peur, quand on veut juste éloigner cette expérience de travail, ben là, c'est parce qu'on veut s'éloigner de certaines gestions intérieures qu'on peut faire. Hein. Il y a des émotions qui sont là, il y a des choses qui sont vécues, parce qu'il n'y a pas de hasard qu'on vive cette expérience de travail. OK? On ne se retrouve jamais dans un travail par hasard. On se retrouve dans un travail pour découvrir des aspects de nous, des aptitudes, des talents que l'on a. Donc, on va développer des capacités nouvelles dans un travail. Et c'est lorsqu'on a fait le tour de ce qu'on avait à découvrir au plan spirituel, là, quand on a découvert ce qu'on avait à découvrir dans un travail, ben, automatiquement, on va avoir un élan qui nous porte à aller ailleurs, à faire autre chose, à vivre autre chose. Et on est capable de remercier la vie d'avoir vécu ce travail-là. Alors voilà la différence. Et c'est comme ça qu'on sait quand c'est le temps de partir. Puis,
je peux vous dire une chose, que pour l'avoir vécu, de décider de partir, des fois, c'est difficile. Des fois, ça fait mal. Ça fait mal à qui? Ça fait mal à la personnalité. Mais si tu restes branché à l'intérieur de toi et que tu continues d'écouter cet élan intérieur qui te porte à aller vers l'avant, à continuer ton chemin dans un autre travail, ben, tout à coup, tu es en train encore de faire le deuil de ta personnalité qui veut s'accrocher à quelque chose de sécurisant. Même si des fois c'est inconfortable, c'est sécurisant. Alors voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a permis de mieux savoir comment traverser une épreuve d'épuisement. J'espère que ça va vous amener à avoir un élan pour avancer dans le regard à l'intérieur de vous et la relation que vous avez avec vous-même. Voilà, alors je vous embrasse.